Ok, bon, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse, dans ce cas, continuer avec la présentation de Mathieu Dupuis, rétablissement et co-construction en santé mentale. Mathieu, il est psychologue clinicien, doctorant au LPPC, salarié CIFRE à la Fondation Œuvre Paleret, mise à disposition au dispositif Un chez soi d'abord. Et Mathieu, si c'est OK pour toi, je te propose de commencer. Très bien, merci beaucoup Léo. Merci, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'organisation de ce très beau colloque avec ces très belles interventions. Effectivement, je vais déjà partager mon écran, déjà pour commencer. Euh, Tac, j'imagine que c'est celui-là. Hop, celui. Je pense que ça doit être bon pour vous. C'est tout bon. Ça marche. Du coup, je vais vous parler du rétablissement et de la co-construction en santé mentale et notamment les changements qui sont liés à cela. Et je vais faire un peu le lien avec la notion qui a été abordée par Justine, la notion d'espace, et également le lien avec la notion brièvement abordée par Lunmila sur la notion le concept de savoir expérientiel. Pour cela, je vais vous proposer de partir un peu dans l'espace, non pas pour rejoindre les étoiles, mais d'essayer de conceptualiser la relation de soins, le soin, la relation de soins et la relation thérapeutique comme un espace où se joueraient l'ensemble des mécanismes thérapeutiques, les différents savoirs euh, professionnels et autres, comme on le verra, et également les pratiques. Donc pour ça, nous allons aborder ensemble 3 points. Euh, qui reprennent un aspect un peu historique. Tout d'abord, la santé mentale comme un espace divisé, euh, puis comme un espace mis en commun qui permet le changement des pratiques et la reconnaissance de l'usager pour aller vers ce vers quoi on se dirige de plus en plus, un espace co-construit qui permet de nouvelles articulations entre les différents acteurs. Euh, donc, tout d'abord, pour des soucis de présentation, sur un point de vue historique, nous avons commencé sur les années 60 et 70 avec le changement des politiques de soins aux États-Unis, où le gouvernement a décidé de se retirer des différents services avec ce qu'on a appelé la désinstitutionnalisation au profit d'acteurs plus privés et d'acteurs associatifs, ce qui a eu en fait une conséquence assez importante qui est la libération de la parole des personnes concernées par ces institutions, donc en santé mentale, donc principalement la psychiatrie, qui ont dénoncé les conditions de soins, les conditions de prise en charge et d'accompagnement. Elles ont dénoncé ces conditions, mais elles ont aussi dénoncé les concepts et les paradigmes théoriques qui étaient liés, en fin de compte, aux prises en charge. Elles ont amené un nouveau concept plus positif concernant la maladie, concernant les troubles psychiques, donc ce nouveau concept, recovery, rétablissement en français, a été défini par Anthony, notamment au début des années 90, comme un moyen de vivre une vie satisfaisante, remplie d'espoir et productive, malgré les limites résultant de la maladie. Donc, c'est la manière d'appréhender la maladie qui est remise en cause. On n'est plus dans un aspect fataliste et réducteur de la maladie. La personne n'est plus sa maladie, elle ne peut pas être réduite à cela. Elle n'est pas schizophrène, bipolaire ou dépressive. Elle a un trouble schizophrénique, elle a une bipolarité ou elle a une dépression, mais elle n'est plus sa maladie. On distingue au fur et à mesure les deux. Donc, dans cette nouvelle conception, euh, on, on s'aperçoit que la personne est en demande de citoyenneté. Elle demande à être reconnue comme une personne à part entière dans la société. Euh, et c'est pour ça que je souhaitais parler avec vous des différentes conceptions de la place des personnes dans la société. Alors,
Ici, on va s'attarder uniquement sur l'exclusion, l'intégration et l'inclusion. Je vous demanderai de faire fi de la séparation, de la ségrégation, pardon. Mais c'est vrai que dans les différents schémas qu'on retrouve, elle est toujours présente. Mais on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Donc l'exclusion, c'est le principe d'écarter une personne ou une population selon certaines caractéristiques. Donc c'est ce qui a été connu en psychiatrie pendant très longtemps, une personne qui présentait des troubles, qui pouvait aussi porter atteinte et amener des troubles dans la société, on la mettait à l'écart et notamment à l'hôpital psychiatrique. On est arrivé par la suite à une idéologie plus liée à l'intégration, où on amène les personnes dans la société, on leur redonne une place, mais selon ces mêmes caractéristiques. Ce qui a donné lieu, par exemple, en France, on a beaucoup parlé des quotas. Donc, on donne une place à une personne, mais parce qu'elle présente certaines caractéristiques. Ce vers quoi on se dirige de plus en plus aujourd'hui, c'est celle de l'inclusion. Donc, permettre à une personne de prendre la place à laquelle elle peut prétendre dans la société, à laquelle elle a le droit, non pas selon certaines caractéristiques, mais parce qu'il s'agit en fait d'un citoyen tout à fait comme un autre. Que ce soit une personne portant un trouble, portant un handicap, etc., c'est tout d'abord une personne et un citoyen. Et elle a donc les mêmes droits et les mêmes devoirs que chacun. Hop, ça ne veut pas passer. Oups. Donc, dans cette recherche de citoyenneté qui a beaucoup été portée par le milieu militantiste, hein, on connaît principalement le mouvement anglo-saxon des survivors, donc les survivants de la psychiatrie, ce qui en dit long aussi, ce terme, sur les conditions dans lesquelles ils ont vécu leurs soins, en tout cas la perception qu'ils en ont eue. Et donc, c'est des mouvements qui ont été portés, c'est des changements et des processus qui ont été amenés par le milieu militant. Donc là, les Survivors, en France, on pourrait notamment citer l'UNAFAM, également pour la partie des proches et des aidants, qui ont souhaité apporter plus de citoyenneté, plus de droits dans la question des prises en charge, des accompagnements, des soins en règle générale en psychiatrie et plus globalement dans la santé mentale. Ces pressions, en tout cas ce militantisme, a donné lieu à des changements législatifs très importants. On connaît principalement la loi 2002, la loi 2005, on pourrait citer également la loi 2013, le décret 2016, etc., etc. et d'autres qui sont encore à venir et qui ont en commun à chaque fois de donner plus d'espace aux personnes, d'espace d'expression, afin de pouvoir revendiquer leurs droits en tant que citoyens, leurs droits aussi dans l'aspect de soins, leur avis les concernant. Pour cela, je souhaitais attirer votre attention sur principalement sur la loi 2002 qui en France a été un pilier très très important dans l'aspect du médico-social et du sanitaire aussi en règle générale, avec notamment deux articles, enfin deux articles dans le grand article 3. Donc, l'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. Ce qui nous intéresse, par exemple, dans cet alinéa, c'est notamment la partie sur répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux, se dire que la législation prévoit à partir de la loi 2002 que les personnes ont des besoins qui leur sont spécifiques et propres, et que les institutions sociales, médico-sociales doivent y répondre. Ce n'est plus à elles de faire le mouvement de rentrer dans une forme de moule pour répondre aux spécificités des institutions, mais c'est que l'institution doit maintenant faire un effort d'adaptation pour répondre
aux besoins. Alors, il n'est pas ici question de dire que toutes les institutions peuvent faire tout pour s'adapter aux personnes. Il reste des institutions, des dispositifs qui ont des caractéristiques, qui ont des spécificités d'action qui leur sont propres, mais dedans, elles doivent répondre aux besoins des personnes qui restent uniques et singuliers. Un peu plus loin, dans cet article 3, on retrouve un autre alinéa, la participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Je souhaitais l'aborder avec vous parce qu'il s'agit en fait de construire ensemble le pourquoi on est présent, pourquoi on est réunis en fait, pourquoi le ou les professionnels et les personnes concernées sont réunis. On introduit l'idée que ce n'est plus aux professionnels d'uniquement porter la charge et d'uniquement porter ce vers quoi la personne doit aller, mais qu'il s'agit d'un moment de construction ensemble sur les besoins, les envies, les valeurs des personnes qui sont accompagnées. Donc, on peut voir qu'il y a déjà un mouvement entre les politiques et la manière de conceptualiser le soin. Ce n'est plus le soignant sachant un peu dans une forme de toute-puissance qui décide sur l'entièreté des personnes. On est maintenant dans quelque chose de l'ordre de la co-construction où on se retrouve en tout cas à un endroit avec des objectifs construits ensemble. Ce qui nous amène en fin de compte à un changement de terminologie. Aussi, on en passe forcément par là. On ne parle plus, ou en tout cas de moins en moins de patients, en tout cas dans le contexte français, francophone, même si patient renvoie et vient de l'étymologie donc liée à la souffrance de la personne, de celui qui souffre. En français, il a la fâcheuse coïncidence de renvoyer également à la patience, à celui qui attend d'être soigné, ce qui peut, dans un certain nombre de cas, peut-être être entendable, mais qui, en termes de santé mentale, est peut-être moins cohérent. Donc, on est passé de patient à usager, donc utilisateur d'un service. Une personne présentant des besoins d'ordre de santé mentale ici utilise les différents services qui lui sont proposés dans le droit commun afin d'accéder à une vie satisfaisante, par exemple. Ce terme d'usager a une autre fâcheuse tendance à être associé à d'autres terminologies. Donc, c'est vrai qu'en France, on a beaucoup utilisé, et avant tout ça, le terme d'usager pour les usagers de drogue, ce qui n'est pas forcément la même chose. Et également, ça sonne en français, usager, c'est celui qui est usé également. Ce pourquoi on va de plus en plus vers la notion de personne concernée. C'est une personne concernée par la maladie, par un trouble en santé mentale, et toujours l'idée de renvoyer à la notion de personne, de citoyen et d'individu. On voit également disparaître le terme de prise en charge, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans les politiques publiques ou dans les politiques institutionnelles. Ce n'est plus l'institution, ce ne sont plus l'ensemble des professionnels qui prennent la personne pour l'amener dans son cheminement, pour l'amener à des objectifs ou à des conditions de vie, mais on va parler d'accompagnement, où en fin de compte, l'institution et les professionnels définissent, comme le prévaut la loi 2002, des objectifs avec la personne, et le professionnel se tient à ses côtés pour l'accompagner dans l'accomplissement de ses objectifs de vie. Ça ne veut pas dire que le professionnel n'a plus rien à dire. Il peut être là
en qualité de conseiller, etc. On peut dessiner le chemin à suivre ensemble, même si peut-être que sur le chemin, on s'écartera et qu'on définira d'autres objectifs qui paraissent plus adaptés à ce moment-là. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une volonté, même dans la terminologie utilisée, de vouloir apporter plus de citoyenneté, plus de responsabilité aussi peut-être aux personnes qui sont accompagnées et concernées par la santé mentale. Ce qui nous amène donc, comme on a déjà commencé à pouvoir l'identifier, à un espace mis en commun où on reconnaît l'usager, on reconnaît la personne concernée en tant que citoyen. Ce qui nous pose aujourd'hui une question, c'est celle des savoirs expérientiels et des savoirs professionnels. Le savoir professionnel, qui est un savoir en général de source scientifique, basé sur la preuve, commun à tous les professionnels, en tout cas dans les grandes lignes. Si je prends mon cas de, par exemple, je travaille en santé mentale, si j'utilise le terme de schizophrénie, bipolarité, etc., par exemple, si je parle de troubles, l'ensemble des professionnels vont avoir les mêmes définitions et les mêmes, par exemple, symptômes pour telle ou telle maladie. On voit en revanche apparaître un nouveau savoir, celui du savoir expérientiel, comme le définissait tout à l'heure Lunila, qui est plutôt, lui, défini comme un savoir basé sur l'expérience, sur le ressenti, et qui est donc totalement singulier. Donc, l'expérience de la maladie et cette expérience est forcément singulière. Une personne qui vit avec une schizophrénie, par exemple, ne va pas avoir la même expérience de ce trouble qu'une autre personne. C'est pour ça qu'on parle notamment de plus en plus des schizophrénies, entre autres, et en aparté. Ces deux savoirs sont rentrés en conflit, notamment sur la notion de rétablissement. La notion de rétablissement, d'un point de vue expérientiel, c'est la définition que j'ai pu vous donner, par exemple, de William Anthony. Donc, une vie satisfaisante, enfin, oui. Alors que la définition souvent portée par les professionnels du rétablissement, c'est un rétablissement fonctionnel. Donc, l'idée qu'on pourrait objectiver le rétablissement d'une personne avec certains critères identifiables comme le nombre d'hospitalisations, leur durée, la prise du traitement, etc., etc., comme des cases à cocher. Donc on voit que c'est deux définitions qui peuvent à certains moments se heurter, s'opposer. On est une personne dans un processus de rétablissement pourrait se sentir très bien malgré le fait de devoir avoir une hospitalisation régulière, peut-être de courte durée, afin de pouvoir reposer certaines choses, ce qui, dans la définition du rétablissement fonctionnel, serait en fait un critère tout à fait défavorable. Donc on voit ces définitions qui s'opposent et on le verra dans quelques instants, mais c'est justement tout le travail que j'essaye de mener dans mes thèses, la possibilité de reconstruire un peu ces définitions-là ensemble. Mais du coup, on voit qu'il y a un espace qui est mis en commun, qui s'articule et qui s'institutionnalise, qui se réfléchit, qui se concrétise de plus en plus. Donc, avec l'idée d'intégrer les personnes concernées, les usagers, dans les prises de décision à différents niveaux. Dans la santé, dans leurs accompagnements, on voit apparaître de nouvelles méthodologies comme celle du case management qui permet en fin de compte à des équipes de se structurer afin de permettre à la personne d'être au centre des accompagnements, même s'il y a différents acteurs qui gravitent autour. On voit apparaître de nouveaux métiers également, comme les médiateurs de santé pair, qui sont des personnes qui ont eu ou qui ont un parcours de rétablissement et qui font de leur expérience leur métier. De nouveaux outils avec les plans de rétablissement, les VRAP ou les directives anticipées qui arrivent de plus en plus, même en psychiatrie.
dans les institutions, on voit apparaître, et c'est même légiféré, des associations d'usagers, des associations d'aidants, des représentants et des médiateurs de santé pairs. Et pour les deux premières, ce sont même des personnes qui ont un rôle à jouer au sein des institutions, notamment dans les CA, etc. Elles ont maintenant leur place. Dans la recherche, également, de nouvelles méthodologies, pas forcément si nouvelles que ça, mais des méthodologies spécifiques, comme la recherche-action participative, participative, la recherche-action et un mix des deux, la recherche-action participative, où les participants à la recherche viennent construire la méthodologie avec le chercheur. Hop, ça ne veut plus passer. Et donc, comme je vous l'introduisais à l'instant, cet espace qui est mis en commun et qui est encore pourtant un petit peu décousu, un peu opposé, où les acteurs s'opposent un petit peu, mon travail de thèse se situe à cet endroit-là, où l'idée est de passer de l'opposition à la création de savoirs et de pratiques qui pourraient être partagées et co-construites entre professionnels et personnes concernées, afin d'avoir une harmonisation d'un savoir et de pratique à un niveau microscopique, donc dédié à un service. Donc, le cadre de ma thèse se situe dans le dispositif Un chez soi d'abord à Paris. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir co-construire un savoir et des outils entre professionnels et personnes concernées à l'aide d'une méthodologie de recherche-action. Donc, je travaille, par exemple, sur mon lieu de recherche avec des focus group. L'idée est donc de pouvoir réunir ces différents acteurs dans des focus group, dans des groupes de travail, où chacun des acteurs, donc les professionnels et usagers, réunis ensemble, pourraient définir ce qui, pour eux, au un chez soi d'abord, est ce qu'est leur établissement, par exemple, et de pouvoir créer un outil opérationnel à utiliser dans les accompagnements quotidiens. Donc ça, c'est l'idée de la thèse. Je ne peux pas vous présenter les résultats pour le moment, même si certains commencent à arriver. Mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui et ce que je souhaitais, le message que je souhaitais transmettre aujourd'hui, c'est qu'on voit apparaître dans le champ de la santé mentale un mouvement qui a pris en fait tous les acteurs, un mouvement de changement lié à un nouveau concept, à un nouveau paradigme, celui du rétablissement, qui entraîne plein d'autres concepts. On a pu voir celui de l'inclusion, on pourrait parler d'hybridation de plus en plus aussi, celui d'empowerment, donc comment les personnes reprennent en fin de compte le pouvoir. Et donc, cette nouvelle conception a amené des changements de pratiques, des changements d'outils. On utilise de plus en plus des outils qui favorisent le droit des personnes, des changements législatifs et qui sont apparus après des mouvements militants très, très importants. Et donc, ce qui se dessine de plus en plus dans les institutions, dans les dispositifs, à l'hôpital, ce sont des espaces de collaboration entre les professionnels et les personnes concernées, afin que le soin et l'espace qui est dédié soit de plus en plus adapté aux besoins qui présentent. Et la dernière page, afin de pouvoir vous citer toutes les sources, et l'occasion pour moi de vous remercier. Super, merci beaucoup Mathieu. Eh ben, je passe la parole à Léonore pour le commentaire et les remarques et les questions sur cette présentation. Merci Léo. Merci beaucoup Mathieu, tant dans le fond que dans la forme, le diaporama, la présentation a été éclairante sur ce paradigme du rétablissement qui nous est cher au laboratoire, mais
où tu as présenté de façon très claire, très précise, et en montrant tant les enjeux individuels qu'ils représentent aujourd'hui que les enjeux plus institutionnels, on va dire aussi, et vraiment d'évolution globale. C'est un changement qu'on voit il y a très longtemps aux États-Unis. Chez nous, il est quand même plus récent, hein. On commence, enfin, voilà, tu l'as dit, c'est pas si évident que ça. Euh, alors moi, je fais un parallèle, parce que moi, je suis plutôt santé somatique. Et du coup, je fais un parallèle en me disant que ce qui est difficile, c'est de mobiliser également les patients sur des questions qui sont moins propres à eux que sur l'institution. Et notamment quand ils sont des malades chroniques, ils sont là depuis longtemps, ils n'ont qu'une envie, c'est de fuir l'hôpital. Donc j'imagine que en santé mentale, c'est relativement un peu la même idée. Et puis mes stages, lointains certes, mais mes stages me l'ont fait expérimenter. Comment est-ce que, quels sont les points de vigilance? Comment est-ce qu'on peut imaginer favoriser l'engagement, l'investissement, la participation des personnes concernées, j'aime beaucoup ce terme, dans l'activité institutionnelle, euh, notamment ceux voilà, qui ont cette exposition un peu trop fréquente, qui ont été beaucoup hospitalisés. On pourrait voir effectivement un engagement diminué. Comment est-ce qu'on favorise cet engagement et est-ce qu'on a besoin d'eux en fait? Oui. La réalité, elle est là, c'est que du coup, on leur donne beaucoup de place pour qu'ils puissent être acteurs et comment est-ce qu'on favorise cette perspective-là? Bah, comme tu l'as très bien dit, ce principe de rétablissement et le fait que la personne puisse avoir une place dédiée au sein des institutions, comme l'hôpital par exemple, c'est assez nouveau, en tout cas en France. Et les personnes, je pose la question, est-ce qu'elles savent qu'elles peuvent avoir cette place? Est-ce que il n'y a pas quelque chose où l'hôpital est un lieu de passage, comme tu le disais, je suis pas bien, je me soigne, je vais mieux, je pars. Mais est-ce qu'entre-temps, on a pu leur dire qu'elles avaient un rôle à jouer au sein de l'institution, et notamment pour les personnes qui présentent des formes de chronicité, qui vont être là de manière régulière ou sur un temps long? Est-ce qu'elles le savent, qu'elles peuvent jouer ce rôle-là, de pouvoir euh, s'exprimer au sein de l'institution dans les différentes instances qui ont été créées? Je ne sais pas si aujourd'hui la communication autour de ça est vraiment faite. En tout cas, je sais que dans l'hôpital psychiatrique, c'est peu fait, ou dans les différentes institutions où j'ai pu être, c'est très très peu fait. Et j'imagine que dans le somatique, c'est quelque chose d'assez similaire. Donc, je pense qu'il y a déjà cette étape de communication à faire, notamment sur les droits des personnes. Et puis après, c'est quelque chose, c'est plus autour de l'habitude aussi. Dans le dispositif, hein, chez Soi d'abord, dans lequel je travaille, la notion de collectif et celle du coup de participation des personnes concernées, elle a mis du temps à arriver. C'est un dispositif qui est né sur Paris en 2012. 11 ans plus tard, on est toujours un petit peu en train de ramer sur cette question-là, mais parce qu'il y a aussi la question pour les personnes, est-ce que je suis légitime? Il y a la notion enfin, il y a le concept d'identité derrière, sous-jacente. Je me reconnais dans ma maladie, je suis malade. Il y a le soignant qui peut me soigner. Est-ce que je peux vraiment lui dire, moi, ce dont j'ai envie, ce que je peux faire, etc. Il y a, je suis pas, c'est pas forcément mon élément de prédiction, mais il y a quand même cette notion un peu de rapport de domination de l'un sur l'autre. Et même si on arrive de plus en plus, grâce à différents outils, à quelque chose de plus égalitaire, il y a toujours cet aspect légitimité. Ce qu'on a fait sur le chez-soi, c'est d'essayer de systématiser les invitations lors des événements afin de permettre aux personnes de s'exprimer. C'est vrai que au début, sur le premier événement, il n'y a personne qui vient. Après, il y a une personne, deux personnes, trois personnes, et ainsi de suite. Ça grandit au fur et à mesure. Et je pense que ce passage-là, il est un peu nécessaire de faire de la publicité, entre guillemets, sur le fait que les personnes puissent intervenir sur les aspects institutionnels. Merci beaucoup pour ta réponse. Je crois qu'il y a Belina qui a levé la main.
et qui a pensé à remettre son micro. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette très belle présentation et ce commentaire sur le point de vue de la personne concernée. Moi aussi, j'aime beaucoup. Je vais peut-être avoir du mal à l'intégrer, mais personne concernée. Je m'interrogeais moi aussi à ce qu'on pourrait appeler des résistances du côté des soignants. Et je me disais aussi en t'écoutant qu'il y a peut-être des choses à renouveler aussi dans les dispositifs de soins qu'on peut proposer aux patients, notamment, enfin, personnes concernées, notamment chroniques. Chez qui la prise en charge en institution psychiatrique ressemble plus à des ateliers au Scooby-Doo macramé et Scrabble qu'à du soin. Et je déplore en fait l'absence en France de la prise du mouvement de psychologie communautaire tel qu'il se développe beaucoup ailleurs et pas très loin. Et peut-être au LPPC, on devrait peut-être faire quelque chose là-dessus. Voilà, ce sera à rediscuter. En tout cas, merci beaucoup. Merci Damien. Mais effectivement, la psychologie communautaire qui s'est beaucoup développée dans les pays anglo-saxons, mais qui est aussi liée énormément à l'aspect, enfin, à l'événement historique de la désinstitutionnalisation aussi, ce qui en France n'est, enfin, est beaucoup, enfin, est peu présente, ou en tout cas, je ne sais pas sur l'avenir, mais en tout cas, on n'a pas eu cet aspect-là. Et les institutions et les instances politiques ont encore beaucoup de poids, ce qui a peut-être endigué un peu l'arrivée de l'approche communautaire de manière globale. Oui, puis il y a d'autres raisons, si je peux me permettre encore un commentaire. C'est du point de vue de l'université, quand même là où on forme les gens. Je connais très bien quelqu'un qui a jamais pu avoir un poste universitaire en France parce que justement relevant de la psychologie communautaire, tantôt comprise comme trop proche de la psychologie sociale, tantôt comme trop proche de la clinique et finalement n'intéressant ni les labos de clinique ni de sociale. Bon, il a fini par avoir un poste au Québec. Ouais. Et puis, c'est sur la question universitaire que je trouve très intéressante, à Paris 8 notamment, et avec le LPPC, il y a pu avoir des interventions où c'est des universitaires qui viennent avec des personnes concernées. Et ça s'implique dans cette démarche-là. Aussi, de quelle place on fait, par exemple, en psychologie, mais on peut faire la même réflexion en médecine et dans tous les champs de la santé en général. Les personnes les mieux placées pour parler d'une maladie, c'est les personnes qui la vivent, en fin de compte, avec notamment cette notion d'expérience. Ça n'empêche pas le savoir professionnel et académique, etc., et scientifique, mais ça vient en complément. Et effectivement, je pense que c'est des pratiques qui vont arriver de plus en plus. Il y a des formations aussi en santé mentale qui se font avec des médiateurs santé pairs qui viennent en complément, ou enfin, en tout cas, le professionnel vient en complément. Je ne sais pas encore comment ça se passe, mais du coup, c'est des choses qui arrivent très doucement, mais qui arrivent de plus en plus.